Bonjour à tous en cette journée de la paix, bienvenue, vous êtes sur RTI 1, les titres. La journée nationale de la paix a été instituée en Côte d'Ivoire en 1996. Cette 22e édition est officiellement célébrée dans la ville de Dabou. C'est une date symbolique pour rappeler le rôle aussi bien individuel que collectif dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Le président Alassane Ouattara était hier à Lomé, la capitale togolaise. Il a pris part à la commémoration des 45 ans de la Banque ouest-africaine de développement. La BOAD, créée en 1973, a pour mission de promouvoir le développement équilibré des 8 États membres de l'UEMOA. La première ministre britannique Theresa May a réussi à convaincre ses principaux ministres. Ils vont soutenir le projet d'accord sur le Brexit conclu entre Londres et les 27. Mais il aura fallu à la première ministre 5 heures d'horloge pour arracher ce soutien à son gouvernement. Merci à tous de nous suivre sur RTI 1. La Côte d'Ivoire célèbre la paix ce 15 novembre, une date pour impliquer chaque Ivoirien dans la recherche et dans le maintien de la paix et de la cohésion sociale. La célébration officielle a lieu cette année à Dabou. Mais avant de nous rendre à Dabou, intéressons-nous au 45e anniversaire de la BOAD. Le président ivoirien est rentré hier soir de Lomé au Togo, où il a pris part à cette commémoration. Cette banque a pour mission de promouvoir le développement équilibré des 8 États membres de l'UEMOA. Sur place, dans la capitale togolaise, le chef de l'État ivoirien a participé donc à cette journée commémorative qui a été l'occasion pour la BOAD de regarder dans le rétroviseur afin d'estimer les opérations effectuées depuis sa création en 1973. Adama Koné. L'éclat de la lumière des 45 bougies de la Banque ouest-africaine de développement BOAD, renforcée par l'expérience ivoirienne en matière d'électricité. Ouvrant les travaux marquant les 45 ans de la BOAD à Lomé, le chef de l'État Alassane Ouattara, fortement ovationné lorsqu'il fait la lumière sur la politique ivoirienne de l'énergie. Au niveau de l'accessibilité, ceci est essentiel pour la population. Nous avons mis en place un programme qui s'appelle le programme Électricité pour tous, PEPT, dont l'objectif est de permettre aux populations à faible revenu d'avoir de l'électricité à domicile. Parce que, voyez-vous, le problème est le branchement, qui coûte en général 150 000 francs, en tout cas en Côte d'Ivoire. Et nous avons mis en place un système qui permet, avec un apport initial de 1 000 francs CFA, les bénéficiaires de ce programme peuvent disposer d'un branchement et d'un abonnement au réseau électrique. Et ceci est payé sur une période de 10 ans, c'est-à-dire à raison de 1 000 francs par mois, 12 000 dans l'année sur 10 ans, et il y a un fonds pour faire cela. À ce jour, ce programme compte 400 000 bénéficiaires et l'objectif est d'atteindre plus d'1 million de bénéficiaires sur les 3 prochaines années. Et j'ajoute que nous avons également pris l'engagement que d'ici fin 2019, tous les villages de plus de 500 habitants en Côte d'Ivoire seront électrifiés. Et qu'en 2025, toute la Côte d'Ivoire, sans exception, quel que soit le lieu, sera électrifiée. Électrification à 100% en 2025. L'expérience ivoirienne, selon le président Ouattara, peut nourrir les 2 jours de réflexion des experts. De fait, le forum associé aux festivités des 45 ans est baptisé « Énergie solaire dans l'économie des pays de l'UEMOA, état des lieux, enjeux et politique ». Un sujet qui synthétise bien des défis. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union a adopté en 2009 l'initiative régionale pour l'énergie durable, l'IRED. À travers ces orientations, l'instance communautaire exhortait en effet à faire passer le taux d'électrification de 30% en 2008 à 80% en 2020, puis à 100% en 2030, à réduire sensiblement le prix moyen de l'électricité dans l'espace communautaire, à faire passer dans le parc de production la part des énergies renouvelables et durables
dont le solaire, de 36% en 2008 à 82% en 2030. Aujourd'hui, moins de la moitié de nos compatriotes ont accès à l'électricité. Et je trouve que cela est une honte. Et beaucoup n'y ont qu'un accès limité. En outre, voyez-vous, les 48 pays d'Afrique subsaharienne, avec une population combinée d'environ 800 millions d'habitants, génèrent à peu près la même quantité d'électricité que l'Espagne, qui a une population de 45 millions d'habitants. Pourtant, le gisement solaire ouest-africain est important. Plus de 3000 heures d'ensoleillement annuel, soit 5 à 10 heures de soleil par jour en moyenne. Un potentiel à capitaliser. Les pays de l'UEMOA doivent investir massivement dans le secteur de l'énergie. Cela est une priorité. En effet, la diversification et l'industrialisation de nos économies, à travers notamment la transformation de nos matières premières, passe impérativement par l'accroissement de nos capacités de production électrique. Cependant, cela devra se faire en prenant en compte deux principaux facteurs, notamment les engagements que nous avons pris librement lors de la conférence de la COP21 sur le climat et deuxièmement, le coût, bien sûr, de production de l'électricité. Le forum s'achève ce jeudi. Pour sa part, le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, Tiemoko Meiliet Kone, a salué les résultats obtenus par la BOAD. Plus de 5 200 milliards de francs CFA engloutis dans 1107 projets en 45 ans. Aujourd'hui, il est demandé à la BOAD de mobiliser plus de ressources à faible coût pour accompagner le développement des 8 pays membres. Ici à Abidjan, le vice-président Daniel Kablon-Duncan a échangé avec une délégation de l'Institution universitaire technologique EDIST d'Afrique. Cette délégation est venue traduire sa gratitude au vice-président pour le soutien qu'elle a reçu du gouvernement ivoirien, notamment pour la construction de son site universitaire dans la commune de Yopougon. L'institution universitaire technologique EDIST d'Afrique est un établissement d'enseignement supérieur privé à caractère social qui a pour objectif le développement des personnes, des communautés et des régions à travers l'éducation. Elle est inspirée par l'évangile et la spiritualité EDIST. En ce jeudi 15 novembre, journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien invite les populations à adopter une culture de paix et à préserver les valeurs de cohésion et de réconciliation. Wodjontele Soro et Moussa Konaté. Le 15 novembre marque la célébration de la journée nationale de la paix. Cette commémoration traduit l'engagement et la détermination du gouvernement à renforcer les liens sociaux et l'unité nationale en vue de créer les conditions d'un développement meilleur. En instituant cette journée, l'État de Côte d'Ivoire veut inscrire durablement la culture de la paix dans le quotidien de chaque citoyen. Il s'agit aussi à cette occasion de magnifier les actes significatifs posés par nos concitoyens qui ont contribué à la préservation d'un climat social apaisé et au renforcement de l'unité nationale. Pour cette édition 2018, le thème retenu est la paix pour le développement harmonieux et durable de la Côte d'Ivoire. À travers ce thème, notre pays vise à promouvoir la paix comme instrument de développement durable à l'image du programme de développement durable à l'horizon 2030 adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015. À ce stade de mon propos, je voudrais remercier Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui, pour donner un coup d'accélérateur au processus de consolidation de paix et de renforcement de la cohésion sociale, a bien voulu amnistier 800 personnes en détention ou poursuivies par la justice pour des faits en lien avec la crise post-électorale de 2010-2011. Mes chers compatriotes, j'exhorte chaque Ivoirien à s'inspirer de cet acte d'humilité et de pardon pour construire durablement notre pays. La Journée nationale de la paix a été instituée en 1996.
Cette année, la célébration sera marquée par un planting d'arbres dans la commune de Dabou, à l'ouest d'Abidjan. En cette journée de la paix, la mission Ahmadiyya initie une marche autour des valeurs d'unité et de cohésion sociale. Comme chaque année, à cette même date, les fidèles de cette communauté ont sillonné les principales artères de la commune de Cocody pour marquer cette journée. Serge Coléa. La communauté Ahmadiyya vivant en Côte d'Ivoire célèbre la paix en ce jeudi 15 novembre 2018. La journée nationale de la paix est perçue comme un retour aux sources pour la Côte d'Ivoire selon cette communauté. Retour à l'enseignement du père fondateur Félix Houphouët-Boigny pour qui la paix doit être un comportement et non un vain mot. Le missionnaire Amir Aboul-Kiyom a demandé à ses fidèles de cultiver les valeurs d'unité et de pardon. C'est une journée de la paix nationale, c'est le 15 novembre. Et la mission islamique Ahmadiyya aussi, il fait une marche. C'est une marche de la paix pour dire que la mission islamique Ahmadiyya aussi, c'est avec le gouvernement, il cherche la paix. Parce que sans paix, on ne peut pas faire quelque chose. Une procession des deux plateaux Vallon à l'hôtel communal de Cocody pour marquer cet engagement à prôner la paix et la cohésion sociale. La paix est le préalable à tout développement, à toute action d'ailleurs. C'est pour cela que notre communauté, la communauté islamique Ahmadiyya, à travers son chef, qui ne cesse de faire des tournées à travers le monde pour interpeller les gens sur l'importance de la paix, nous devons donc être les relais donc de ce message-là au niveau national. Les fidèles de la mission Ahmadiyya ont appelé de tous leurs vœux la paix et l'union en Côte d'Ivoire. Cette célébration de la journée de la paix nous conduit maintenant dans le sud de la Côte d'Ivoire. La localité de Sikensi a abrité un grand rassemblement des fidèles de l'église d'Eima. Ils ont véhiculé en cette journée des messages de paix, valeurs chères au premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Éric Goré. Le village de Sahué dans la sous-préfecture de Sikensi envahi par des chrétiens de la mission d'Eima. Tous vêtus de blanc, cette communauté chrétienne célèbre la journée nationale de la paix, ce 15 novembre. Une occasion pour ces chrétiens de sensibiliser au vivre ensemble. C'est cette paix que le président Houphouët a continué jusqu'à avoir l'indépendance politique. Aujourd'hui, nous sommes là pour prier. Et depuis 1987, voilà, nous sommes à notre 31e édition aujourd'hui. Nous prions pour la paix. Nous voudrions que ce pays soit pacifié. Nous voudrions que les Ivoiriens et Ivoiriennes se mettent ensemble pour bâtir ce pays. Il faudrait que dans nos comportements, la paix se ressente. Il faudrait que chacun à son niveau fasse preuve d'humilité, fasse preuve d'amour, fasse preuve de modestie, de pardon. Parce que c'est à ces seules conditions que nous pouvons avoir la paix. C'est pourquoi tous sont venus, fidèles chrétiens, choristes, artistes, pour s'impliquer dans la réussite de cet événement. Ce qui m'a marqué le plus, c'est que c'est l'évangile qui voulait parler de l'amour. Cette rencontre spirituelle a été l'occasion pour l'association Anoisette d'Eima, Tiasalé, Tabo et Toumodi à Détroité de faire la promotion de la foi chrétienne à travers les valeurs de paix. Dans le domaine de la construction et de l'habitat, un avant-projet est au cœur d'une rencontre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Tous les acteurs de l'immobilier se sont réunis afin d'examiner les grands axes du prochain code de la construction et de l'habitat dont le secteur veut se doter. Cheikh Koné. Non-respect des règles de construction, prolifération des constructions à risque et précaires, tests réglementaires inappliqués et des dispositifs de sanctions peu dissuasifs. Ce sont les mots qui minent le cadre réglementaire. Un nouveau code s'impose donc. Cet atelier de 3 jours qui se veut participatif avec l'intervention de tous les experts nationaux du secteur vise à examiner l'avant-projet de code de la construction et de l'habitat. Nous essayons de mettre en place un cadre législatif, un cadre normatif, un cadre réglementaire qui renforce notre secteur, qui sécurise davantage les constructions qui sont faites, qui simplifie également
démarches qui sont faites par les usagers du service public. Donc tout cela pour contribuer justement à la dynamique de modernisation de notre pays. L'élaboration de ce nouveau code est conduite par le cabinet français GIDE avec l'appui d'un comité d'experts ivoiriens qui ont tenu compte de l'évolution du secteur. Ce qui est important de noter, c'est que c'est un code moderne, qui n'est ni un code français, ni un code sénégalais, c'est un code ivoirien qui est adapté au contexte local. Et ces 3 jours nous permettront justement de nous assurer que l'ensemble des professionnels du secteur et le ministère sont en accord avec les dispositions de ce nouveau texte. Les travaux en atelier vont porter sur 3 thèmes principaux: la construction d'immeubles, l'habitation d'immeubles et les dispositions pénales finales et transitoires. Les autres corps de métier dans le secteur de la construction présents à cet atelier ont souhaité également des tests forts pour réglementer leur secteur d'activité. Il va falloir créer des tests qui protègent les métiers. C'est un métier important pour l'édification d'un pays, parce que si la mission de l'ingénieur conseil n'est pas clairement définie, il est difficile donc de mettre en œuvre toutes les idées de gouvernance. L'entrée en vigueur dans quelques mois du nouveau code de la construction et de l'habitat permettra l'amélioration de la qualité de vie des populations et la réduction des pertes en vies humaines liées aux effondrements de bâtiments. Direction le siège de l'UNESCO à Paris, la capitale française, pour le 13e forum de la gouvernance de l'Internet. La délégation ivoirienne est conduite par le ministre de la Communication Sidi Touré. Le président français a invité à la coopération des États et surtout une régulation au niveau de l'Internet. Mamadou Kwasi. Internet est devenu depuis quelques décennies incontournable dans l'information, mais cet outil est utilisé à d'autres fins par certains internautes. L'on le constate avec les fake news et le message de propagande de la violence. Les exemples sont multiples dans chaque endroit de la planète. Quelles dispositions pour faire face à cette situation et pour répondre à cette problématique? La France accueille le 13e forum de la gouvernance de l'Internet, une rencontre qui réunit les spécialistes d'Internet venus des 4 coins du monde, tout ceci autour du thème Internet de la confiance. Le président de la République de la France, Emmanuel Macron, est revenu sur les dangers liés à Internet qui constituent une menace pour la démocratie. Il souhaite une coopération des États du monde et surtout une co-régulation de l'Internet. Il nous faut donc construire par la régulation cette voie nouvelle où les États, avec les acteurs de l'Internet, les sociétés civiles, l'ensemble des acteurs, Internet constitue un formidable vecteur d'accès au savoir, mais le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, il est devenu l'espace privilégié de la désinformation, de la rumeur, avec le risque que demain, l'évolution technologique ne rende indétectable une image truquée ou une vidéo tronquée. Il m'a été donné de voir, là où je suis, les nouveaux mécanismes, grâce à l'intelligence artificielle, qui permettent de totalement falsifier un discours ou ce qui apparaît aujourd'hui comme une trace de prononcé. Et donc il nous faut des tiers de confiance. Il nous faut travailler ensemble sur le statut de la preuve, du fait, de la vérité dans Internet. Et il nous faut consolider les tiers de confiance démocratiques que sont en particulier les journalistes. C'est à tel point qu'aujourd'hui, si nous voulons restaurer cette confiance, nous devons prendre des décisions bien plus radicales que celles prises jusqu'alors. Emmanuel Macron invite également tous les acteurs à l'Union pour barrer la route à ceux qui veulent redéfinir le rôle de l'Internet. L'anonymat que procure Internet doit continuer à permettre la liberté d'expression, là où celle-ci est parfois étouffée. Mais il ne doit pas permettre à des criminels ou des terroristes d'échapper aux poursuites. Il nous faudra donc trouver les voies d'une coopération judiciaire efficace pour lever cet anonymat et rechercher des preuves électroniques lorsqu'elles existent. Présent à cette rencontre, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, salue cette décision du président français. Il soutient qu'en Côte d'Ivoire, des dispositions sont prises pour le bon usage d'Internet, surtout pour les médias. Il était essentiel pour nous de nous prémunir à l'avance, de mener la réflexion qui pourra nous permettre de nous sauvegarder notre écosystème de la communication des médias, mais surtout sauvegarder les intérêts de notre pays face à cet outil qui est aujourd'hui incontournable, mais qui peut être néfaste quand il est mal utilisé. Le 13e forum de la gouvernance d'Internet qui se tient au siège de l'UNESCO à Paris s'inscrit dans le cadre de Paris Digital Week et du Forum de Paris sur la paix qui se tiennent actuellement dans la capitale française.
Sur le sol ivoirien, plusieurs mois après son inauguration par le roi du Maroc, Mohamed VI, et le président Alassane Ouattara, pourquoi le débarcadère amélioré de Loko-Djoro ne fait pas l'unanimité auprès des mareyeuses et pêcheurs à qui il est pourtant destiné? Sur cette question, le préfet d'Abidjan a échangé avec les vendeuses et avec les pêcheurs du point de débarquement de pêche d'Abobo-Doumé et de Loko-Djoro. Des négociations sont en cours pour trouver des solutions. Entre-temps, certains ont déjà rejoint ce nouveau site de Loko-Djoro. D'autres ont décidé par contre de rester sur l'ancien débarcadère d'Abobo-Doumé, un site pourtant loin d'être salubre. Pourquoi le débarcadère qui a tout pour attirer les mareyeuses et pêcheurs est boudé par ses bénéficiaires? Ils sont aujourd'hui moins de 5000 à s'y être installés, faisant fonctionner l'ouvrage à seulement 20% de ses capacités. Des réponses dans ce dossier signé Hervé Blé. À Tekoubé, dans cette commune et à Loko-Djoro se dresse le point de débarquement aménagé Mohamed VI. Inauguré le 27 novembre 2017 par le roi du Maroc Mohamed VI et le président Alassane Ouattara, le débarcadère moderne de Loko-Djoro est le fruit de la coopération ivoiro-marocaine. Ici, rien n'est négligé pour offrir des conditions de travail et de vie décentes. Nous avons ici six bâtiments techniques. D'abord, il y a le bâtiment 6, l'accueil des enfants avec une salle de réunion. Ensuite, il y a la salle de mécanique où on peut réparer les moteurs, en même temps les filets. Il y a aussi la halle au crier qui est là, où les grossistes peuvent payer du poisson. Ensuite, nous avons deux bâtiments fours. Aussi un bâtiment de fabrique de glace et une salle où on garde les caisses. Au-delà de ça, nous avons un ponton où les pirogues peuvent venir accoster. Et aussi, nous avons un marché de détail. Première organisation professionnelle à tomber sous le charme du nouveau débarcadère, la coopérative des mareyeuses et transformatrices des produits halieutiques d'Abidjan, Semafa. Sur le site d'Abobo-Doumé, où on menait nos activités, les conditions de travail n'étaient pas adéquates. Ici, il y a toute la commodité pour que la femme soit d'abord en sécurité par rapport à la santé. Parce qu'à Abobo-Doumé, on rentrait dans l'eau pour payer le poisson. Ici, c'est un débarcadère modèle de la pêche artisanale. Les conditions de travail ici sont diamétralement opposées à celles qu'on a laissées. Mais aujourd'hui, si on regrette quelque chose, c'est parce que nos pirogues n'arrivent pas et que les clients n'arrivent pas ici et que quand on a des produits, c'est difficile de les faire sortir. Attendus sur le site, les membres de l'association des mareyeuses et pêcheurs d'Abobo-Doumé, ASM, a pris par leur absence, préférant l'ancien débarcadère. Il y a deux groupes. La présidente de là-bas est partie avec ses membres et nous sommes restés ici avec nous, notre présidente. Et j'ai dit comme ça qu'on ne peut pas aller là-bas parce que c'est deux villages. On ne peut pas prendre le marché d'Abobo-Doumé pour donner à Loko-Djoro. Loko-Djoro a son marché. On vous dit que ici, c'est pas propre, ici, c'est pas moderne. Ici, ça fait 30 ans. C'est maintenant qu'on a confié un débarcadère qui est né hier et qu'on va dire qu'ici est sale. Vous dites qu'ici c'est propre, mais je vois là. C'est l'eau de poisson qui coule. Le caniveau. Il y a un caniveau qui sort comme ça. Quand il pleut, quand l'eau quitte là-bas, là, ça sort en bas du pont là, et puis ça vient ici. On ne peut pas contenir même ce débarcadère parce que nous sommes nombreux ici. Donc le problème, c'est parce que vous êtes nombreux? Oui, on est nombreux. On ne peut pas contenir ce débarcadère. La première dame qui est intervenue qui dit que c'est une affaire de village. Chaque village doit avoir son marché. Vous vous dites que le souci, c'est parce que vous êtes nombreuses. Finalement, qu'est-ce qu'on retient? Ce n'est pas une affaire du village. Actuellement, on ne parle pas d'affaire du village. On parle de nous, les femmes. On est nombreuses. On ne peut pas contenir ce marché. Bâti sur 1,4 hectares, sur les bords de la lagune ébriée, le débarcadère moderne de Loko-Djoro a coûté environ 2,6 milliards de francs CFA. Sur ces sites sont attendus près de 5000 personnes. Plusieurs mois après son ouverture, l'on est loin du compte. Au niveau des femmes, elles sont autour de 1600, mais celles qui sont arrivées ici, elles sont autour de 400 femmes. Au niveau des pêcheurs, 200 pirogues par jour, mais aujourd'hui, ceux qui arrivent ici sont autour de 10 à 15 pirogues. Nous sommes aujourd'hui autour de 20% du fonctionnement. Voilà. Mais le problème aujourd'hui qui se pose, c'est que les pêcheurs refusent de venir. Les pêcheurs évoquent l'absence de gares lagunaires, de marchés potentiels comme à Abobo-Doumé et les tracasseries de la police maritime. Tous ces éléments-là
ne sont pas vraiment fondées. Sur le point lagunaire, c'est vrai qu'il n'y a pas de point lagunaire, mais bientôt, il y aura des points lagunaires ici, mais le marché est ouvert à tout le monde. Et tous ceux qui peuvent venir payer du poisson, le marché est ouvert. Et il y a de l'espace pour accueillir les femmes ici, tous les pêcheurs ici. En attendant, du 28 mai au 31 octobre 2018, ce sont 13 vedettes qui ont débarqué leur cargaison, estimée à 141 745 kg, sur le débarcadère aménagé Mohamed VI. Dans la même période, 77 pirogues ont, elles, débarqué plus de 364 000 kg de produits halieutiques. À Loko-Djro, on ne perd pas l'espoir de voir les débarquements se renforcer, surtout de voir tout le monde rassemblé ici. Ce projet était venu, il était venu pour être fait à Bobo-Doumé, mais malheureusement, il n'a pas été accepté des villageois et il a été délocalisé ici. Le roi et le président de la République l'ont fait pour que les acteurs puissent travailler en paix, pour qu'ils puissent travailler dans des conditions décentes, pour qu'ils puissent avoir des améliorations dans les revenus. Et c'est un projet qui est fait pour tout le monde. Je pense que nos soeurs de l'autre côté doivent le comprendre. Moi, je pense que ça dépend du président de la République. Ça dépend de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que le débarcadère a été offert aux femmes par l'État de Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas au-dessus de la loi. C'est la Côte d'Ivoire qui a construit le débarcadère pour dire que les femmes, il faut que la condition de travail des femmes soit améliorée. Il faut vraiment une politique de concertation entre les pêcheurs, les villageois. Il faut que le politique s'implique. Il faut que tous les ministres qui sont concernés par ce débarcadère soient impliqués. La mairie aussi d'Abodoumé et d'Atchoubé aussi soit impliquée. Il faut vraiment une réunion à haut niveau pour que vraiment ces problèmes soient réglés. Au débarcadère moderne de Loko-Djro vont bientôt s'ajouter celui de Grand Laou en attente d'inauguration et celui prévu à Grand Bassam, toujours avec le soutien du Royaume du Maroc. La pêche artisanale en Côte d'Ivoire est animée par 11 000 pêcheurs. On compte 1608 pirogues et 105 sites de débarquement pour une production totale estimée à plus de 40 000 tonnes. Selon le ministère des Ressources animales et halieutiques, on dénombre dans le milieu de la pêche artisanale environ 70 000 emplois directs et 400 000 emplois indirects. Du côté du tribunal militaire, 9 nouveaux avocats militaires ont prêté serment devant le commissaire du gouvernement Ange Kessi. Ils ont désormais la tâche d'assister les agents des forces de défense et de sécurité qui seront traduits devant le tribunal militaire. Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Le tribunal militaire d'Abidjan étoffe l'effectif des avocats militaires. En prêtant serment, ces 9 nouveaux avocats ont juré d'exercer leur métier avec honnêteté, discipline et probité, afin de ne rendre compte qu'à la seule autorité de la loi de l'exercice de leur devoir d'avocat. Issus des corps des forces de défense et de sécurité, ils viennent compléter les rangs des défenseurs militaires. Nous avons donc pour devoir de défendre nos collègues, avec foi, avec détermination, parce que nos collègues qui ont des soucis dans l'accomplissement de leur mission, en passant devant le tribunal militaire, ont besoin d'un soutien, c'est son avocat. S'il a un avocat à côté de lui, il est rassuré. Dans notre organisation militaire, policière ou de la gendarmerie, il y a beaucoup de dérapages. Aujourd'hui, si nous sommes venus à ce niveau ici, c'est pour essayer de corriger un peu certains aspects de tout ce qui se passe à notre niveau. Le procureur militaire Ange Kessi Kwame les a exhortés à être à la hauteur des attentes des personnes qu'ils auront à défendre. Dans 2 semaines, 2 nouveaux magistrats militaires, dont une femme et 56 nouveaux assesseurs qui composent la chambre de jugement, prêteront serment. Le commissaire du gouvernement a aussi annoncé la tenue très prochaine des journées portes ouvertes du tribunal militaire d'Abidjan. Dans l'actualité internationale au Gabon, 3 semaines après l'hospitalisation du président Ali Bongo en Arabie Saoudite, le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle pour statuer sur la vacance du pouvoir. L'idée est que la Cour désigne une autorité qui préside les conseils des ministres afin d'évacuer les dossiers urgents. Le vice-président de la République a donc été autorisé à présider les conseils des ministres. La Cour explique avoir pris cette décision dans le souci d'assurer la continuité de l'État et du service public.
La première ministre britannique Theresa May a réussi à convaincre ses principaux ministres. Ils vont soutenir le projet d'accord sur le Brexit conclu entre Londres et les 27. Mais il aura fallu à la première ministre 5 heures pour arracher ce soutien à son gouvernement. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Le 15 novembre, journée nationale de la paix. La paix se construit d'abord au niveau individuel et ensuite collectif. Très bonne journée à tous sur RTI 1.